Il existe un paradoxe au cœur de la psychologie masculine. L'homme désire être fort, indépendant, un roc. Pourtant, une simple phrase, une critique lancée par un collègue, un proche ou même un inconnu sur Internet peut le faire vaciller. Cette réaction est considérée comme normale. La colère, la justification, la rumination, nous l'acceptons comme une partie inévitable de la vie. Et si je vous disais que cette normalité est en réalité un poison qui ronge lentement votre confiance, votre paix intérieure et votre pouvoir personnel. Dans cette vidéo, nous n'allons pas simplement en parler, nous allons disséquer cette réaction, comprendre pourquoi elle vous affaiblit et vous transmettre le protocole utilisé par une élite silencieuse pour transformer le poison en antidote. C'est une connaissance qui distingue ceux qui subissent le monde de ceux qui le façonnent. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires quelle est la dernière critique qui vous a vraiment déstabilisé. Nous vivons à une époque d'exposition maximale. Chaque action, chaque opinion est potentiellement soumise au jugement de milliers de personnes. Les réseaux sociaux sont devenus des arènes modernes où les pouces levés ou baissés décident de notre valeur perçue. Votre travail, vos relations, vos projets, tout est scruté, évalué, critiqué. Dans ce contexte, notre cerveau reptilien, programmé pour craindre l'exclusion sociale comme une menace de mort, est en état d'alerte permanent. La réaction normale à la critique n'est rien d'autre qu'un mécanisme de défense de l'ego, une tentative désespérée de protéger une image de soi fragile. Vous ressentez cette piqûre, cette chaleur qui monte au visage. Puis vient la boucle infernale, la colère qui vous donne une illusion de pouvoir, la honte qui vous ronge en silence et le doute qui s'installe, vous faisant questionner vos compétences, votre valeur. C'est ce cycle que nous allons briser aujourd'hui, définitivement. Déconstruisons d'abord la première réaction la plus commune, le mur défensif. Quelqu'un critique votre travail, votre réponse immédiate est « Non, ce n'est pas vrai » ou « Tu n'as rien compris ». Vous érigez une forteresse de déni autour de votre ego. C'est un réflexe, un acte instinctif pour repousser la douleur potentielle de la vérité. Mais comprenez bien ceci, ce mur ne vous protège pas. Il vous isole, il vous empêche de voir ce qui se trouve de l'autre côté, une information potentiellement précieuse. L'homme véritablement fort n'a pas besoin de murs. Son esprit est un espace ouvert, capable d'accueillir l'information, de la trier et de l'utiliser. La défensive est une déclaration de fragilité. Elle crie au monde « Mon estime de moi est si précaire que la moindre remise en question menace de tout faire s'effondrer. Ce n'est pas de la force, c'est de la peur déguisée en armure. » Juste après, le déni vient souvent la colère. C'est la contre-attaque de l'ego. Comment ose-t-il? Pour qui se prend-il? Cette montée d'adrénaline peut sembler puissante. Elle donne l'illusion de reprendre le contrôle. Vous attaquez la source de la critique, vous la décrédibilisez. Mais la colère est une énergie coûteuse et stérile. Elle consume vos ressources mentales pour rien. C'est comme brûler vos meubles pour vous chauffer. Vous obtenez une chaleur temporaire, mais vous détruisez votre propre maison. Le stoïcien comprend que la colère est un choix. C'est une admission que quelqu'un d'autre a le pouvoir de perturber votre paix intérieure. En choisissant la colère, vous donnez les clés de votre état émotionnel à la personne qui vous a critiqué. Vous devenez sa marionnette. Le véritable pouvoir n'est pas dans l'explosion, mais dans le calme souverain qui observe l'agitation sans y prendre part. Ensuite vient la boucle de la justification. C'est une forme plus subtile de défense. Vous n'attaquez pas, vous n'êtes pas dans le déni total, mais vous expliquez. Oui, mais c'est parce que je n'avais pas assez de temps. J'ai fait ça, mais la raison est que... Vous construisez un récit où vous n'êtes pas responsable. Un récit où les circonstances, les autres, le contexte sont les véritables coupables. Chaque excuse que vous formulez est une brique que vous ajoutez à votre propre prison. Une prison qui vous empêche de grandir, car la croissance ne peut naître que de la responsabilité. En vous justifiant, vous vous privez de l'opportunité d'apprendre. Vous dites à votre subconscient « Je suis parfait ». Ce sont les conditions qui sont imparfaites. C'est une impasse. L'homme supérieur ne cherche pas d'excuses, il cherche des leçons. Il accueille la critique non comme une accusation, mais comme une donnée brute à analyser froidement.
La justification est une anesthésie temporaire. Elle soulage la douleur de l'ego à court terme, mais elle crée une dépendance. Vous devenez dépendant de ces histoires que vous vous racontez pour préserver une image de vous-même qui n'est pas réelle. Le danger de cette boucle, c'est qu'elle devient une habitude. Face à chaque difficulté, chaque échec, chaque critique, votre premier réflexe sera de chercher un coupable extérieur. Et un homme qui ne se sent jamais responsable de rien est un homme impuissant. Il est à la merci des événements, incapable de changer sa trajectoire. Briser cette boucle demande du courage, le courage de dire « peut-être qu'il y a du vrai, laisse-moi examiner ça sans filtre, sans excuse ». C'est à ce moment précis que la critique cesse d'être une attaque et devient un outil de développement. Un outil que 99% des hommes laissent rouiller par peur de se salir les mains. Au cœur de la réaction normale se trouve le piège de la personnalisation. C'est la tendance à croire que tout ce que les autres disent ou font est une réaction directe à notre égard. Quelqu'un critique une idée en réunion et vous pensez « il m'attaque personnellement ». Un ami annule un dîner et vous pensez « il ne veut plus me voir ». C'est le narcissisme de l'ego. Il se croit le centre de l'univers de chacun. La vérité est beaucoup plus simple et beaucoup plus libératrice. La plupart du temps, les gens ne pensent pas à vous. Leurs critiques, leurs humeurs, leurs actions sont le produit de leur propre monde intérieur, de leurs peurs, de leurs ambitions, de leurs insécurités. La critique qu'ils vous adressent est souvent un miroir de leur propre frustration. Comprendre cela ne signifie pas tout ignorer. Cela signifie dépersonnaliser l'information. C'est la différence entre entendre « ton travail est nul » et entendre « cette approche ne correspond pas à mes attentes actuelles ». Le stoïcien cultive cette distance. Il sait que l'opinion d'un autre est un fait extérieur. Ce n'est ni bon ni mauvais en soi. C'est son jugement sur cette opinion qui lui donne son pouvoir. Quand vous personnalisez la critique, vous ingérez le jugement de l'autre. Vous le laissez définir votre valeur. C'est un abandon de souveraineté. L'antidote est de se poser une question simple. Qu'est-ce que cela dit sur lui et non sur moi? Parfois, une critique est un simple transfert. Votre collègue est stressé par sa propre deadline et il se défoule sur votre rapport. Votre partenaire a eu une mauvaise journée et il critique votre façon de faire la vaisselle. En cessant de tout prendre personnellement, vous ne devenez pas insensible. Vous devenez plus intelligent, vous apprenez à lire entre les lignes, à comprendre les dynamiques humaines, au lieu de n'être qu'une simple caisse de résonance pour les émotions des autres. Lorsque l'ego est touché, il déclenche une spirale émotionnelle. La honte, l'anxiété, la tristesse, une seule phrase peut contaminer toute votre journée. Vous la repassez en boucle dans votre esprit, vous imaginez des scénarios, vous vous souvenez d'autres critiques passées. C'est un poison qui se propage. La critique initiale n'était qu'une étincelle, mais votre rumination est le carburant qui transforme cette étincelle en incendie. Vous n'êtes plus en train de réagir à la critique. Vous réagissez à l'histoire que vous vous racontez à propos de la critique, et cette histoire est presque toujours plus destructrice que l'événement original. L'homme ordinaire est esclave de cette spirale, il la subit, espérant qu'elle passe, il attend que le temps guérisse la blessure, mais attendre, c'est laisser le poison s'infiltrer plus profondément. L'homme supérieur, lui, intervient. Il est le gardien de son propre esprit. Il voit la spirale commencer et il dit « stop ». Il ne la nie pas, il ne la réprime pas. Il l'observe avec une distance clinique. Il se dit « intéressant, mon esprit est en train de produire des pensées de honte. Mon corps ressent de l'anxiété. » Il sépare le jeu de l'émotion. Il n'est pas l'anxiété. Il est celui qui observe l'anxiété. Cette simple dissociation est un acte de pouvoir immense. Elle coupe le carburant de la spirale. L'incendie cesse de se propager et se consume de lui-même. C'est une compétence. Elle se pratique comme on pratique un sport. Au début, c'est difficile. La spirale vous emporte. Mais avec de l'entraînement, vous créez un espace où vous pouvez choisir votre réponse au lieu de subir une réaction automatique. C'est dans cet espace que réside votre liberté. La conséquence finale de toutes ces réactions normales est la plus dévastatrice, l'érosion lente et silencieuse de la confiance en soi. Chaque critique que vous laissez vous atteindre sans filtre
Chaque fois que vous vous défendez, que vous vous justifiez, que vous ruminez, vous envoyez un message à votre subconscient. Le message est « Je ne suis pas assez bien, ma valeur dépend de l'approbation extérieure. La confiance en soi n'est pas un trait de caractère inné, c'est une structure que vous construisez ou que vous démolissez avec chaque pensée et chaque action. » La critique non maîtrisée est le marteau-piqueur qui fissure les fondations de cette structure. Au début, les fissures sont petites, mais avec le temps, elles s'élargissent jusqu'à ce que tout l'édifice devienne instable. Vous commencez à douter de vos décisions, vous hésitez à prendre des risques, vous avez peur de vous exprimer. Le stoïcisme propose une approche radicalement différente. Il enseigne que la véritable confiance ne vient pas de l'absence de critique, elle vient de la certitude que vous pouvez gérer n'importe quelle critique. C'est une confiance interne, pas externe. Elle n'est pas basée sur les applaudissements, mais sur la connaissance de vos propres principes, de votre propre valeur. C'est une confiance qui dit « Vous pouvez me critiquer, vous pouvez me juger, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Rien de tout cela ne change qui je suis, ni la direction que je me suis fixée. C'est une confiance qui n'a pas besoin d'être bruyante. Elle est calme, solide, inébranlable. C'est le résultat d'un entraînement mental rigoureux, c'est le passage de la fragilité à la résilience, c'est le but que nous visons. Maintenant que nous avons déconstruit le problème, bâtissons la solution. La pierre angulaire de la forteresse stoïcienne est un concept simple mais d'une puissance absolue, la dichotomie du contrôle. Il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui n'en dépendent pas. C'est tout. C'est le premier filtre, le plus important, à appliquer à toute situation et en particulier à la critique. L'opinion de quelqu'un à votre sujet, elle ne dépend pas de vous. La façon dont cette personne exprime sa critique, son ton, ses mots, ne dépendent pas de vous. Sa compréhension de votre travail, de vos intentions, ne dépend pas de vous. Tenter de contrôler ces éléments est une perte d'énergie totale. C'est comme essayer d'empêcher la pluie de tomber. C'est une source infinie de frustration et d'impuissance. L'homme moyen passe sa vie à se battre contre la pluie. Sur quoi avez-vous donc le contrôle? Vos jugements, vos pensées, votre réaction à la critique, l'interprétation que vous en faites, les actions que vous décidez de prendre ensuite, c'est votre royaume, votre domaine de pouvoir absolu. Le stoïcien ne se demande pas « Comment puis-je l'empêcher de me critiquer ?» Il se demande « Comment puis-je répondre à cette critique d'une manière qui soit alignée avec mes valeurs ?» Il déplace le centre de gravité du pouvoir de l'extérieur vers l'intérieur. C'est le changement de paradigme le plus important que vous puissiez faire. Vous cessez d'être une victime des circonstances et des opinions et vous devenez l'architecte de votre réponse. La critique n'est plus une attaque qui vous atteint, mais une simple information qui entre dans votre système. Un système que vous, et vous seul, contrôlez. Fort de ce principe, vous pouvez commencer à construire ce que les stoïciens appellent la citadelle intérieure. Imaginez votre esprit comme une forteresse imprenable. Les événements extérieurs, les critiques, les insultes, les échecs sont comme des armées qui assiègent cette forteresse. Elles peuvent faire du bruit, elles peuvent lancer des projectiles, elles peuvent paraître menaçantes, mais elles ne peuvent pas entrer, sauf si vous leur ouvrez la porte. Chaque réaction émotionnelle incontrôlée, chaque moment de rumination, chaque justification est une brèche que vous ouvrez dans vos propres murs. Vous laissez l'ennemi entrer. Construire cette citadelle, c'est renforcer vos murs, c'est entraîner votre esprit à rester calme au milieu du chaos. Ce n'est pas un état de déni ou d'insensibilité, c'est un état de vigilance et de maîtrise. Comment construit-on cette citadelle ? Brique par brique. Chaque fois que vous faites face à une critique et que vous choisissez de ne pas réagir impulsivement, vous ajoutez une brique. Chaque fois que vous appliquez la dichotomie du contrôle, vous renforcez les fondations. Chaque fois que vous analysez une critique froidement, vous entraînez vos gardes. C'est un travail quotidien, un entraînement. Il s'agit de cultiver des habitudes mentales. Par exemple, commencez votre journée en vous rappelant que vous allez rencontrer des gens impolis, critiques, arrogants. Ce n'est pas du pessimisme, c'est de la préparation. Vous anticipez le siège. Quand la critique arrive, vous n'êtes pas surpris. Vous n'êtes pas pris au dépourvu. Vous êtes sur vos remparts, prêts, calmes,
observant la situation d'un point de vue stratégique, votre citadelle intérieure devient votre sanctuaire, un lieu de paix et de pouvoir que personne ne peut vous prendre. La première discipline du stoïcisme est celle de la perception. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » C'est une vérité fondamentale. La critique elle-même est neutre, ce sont des mots, des ondes sonores, des pixels sur un écran. Elle n'a aucun pouvoir intrinsèque de vous blesser. Le pouvoir vient de votre interprétation. C'est le jugement que vous ajoutez. C'est une insulte. C'est injuste. Cela veut dire que je suis un raté. C'est cette étiquette, cette surcouche de jugement qui crée la douleur. Le travail de l'aspirant stoïcien est de devenir un maître dans l'art de séparer l'événement objectif du jugement subjectif. Il s'agit de voir les choses telles qu'elles sont, nues, dépouillées de nos colorations émotionnelles. Prenons un exemple concret. Votre patron vous dit « Ce rapport manque de clarté ». L'événement objectif, c'est cette phrase. La réaction normale est d'y accoler un jugement. Il pense que je suis incompétent, ma carrière est menacée. La réaction stoïcienne est de s'en tenir aux faits. Mon patron a émis l'opinion que ce rapport manque de clarté. Point. À partir de ce fait objectif, vous pouvez agir rationnellement. Vous pouvez demander des précisions. Vous pouvez analyser le rapport pour voir s'il y a du vrai. Vous pouvez décider d'ignorer le commentaire si vous le jugez non pertinent. Vous restez aux commandes. Vous n'êtes plus l'esclave de l'histoire que vous vous racontez. C'est une pratique de pleine conscience. Chaque fois que vous vous sentez piqué par une critique, arrêtez-vous et demandez quel est le fait brut et quel est le jugement que j'y ajoute. Cette distinction est la clé de la liberté émotionnelle. Pour renforcer cette discipline de la perception, les stoïciens s'appuient sur le concept de logos. Le logos est la raison universelle, l'ordre qui gouverne le cosmos. Se connecter au logos, c'est prendre de la hauteur. C'est voir la situation, non pas depuis votre petit ego blessé, mais depuis une perspective plus vaste. Votre place dans l'entreprise, votre place dans la société, votre place dans l'univers. Depuis cette altitude, la critique d'un collègue sur une présentation PowerPoint semble soudainement beaucoup moins importante. Elle n'est plus une attaque personnelle qui menace votre existence. Elle redevient ce qu'elle est, un petit événement, un grain de sable dans le grand schéma des choses. C'est ce que Marc Aurèle faisait chaque nuit dans sa tente écrivant ses méditations. Il se rappelait la brièveté de la vie, l'immensité de l'univers, pour remettre ses problèmes quotidiens à leur juste place. Cette vue d'en haut n'est pas un échappatoire. Ce n'est pas une façon de dire « rien n'a d'importance ». Au contraire, c'est une façon de clarifier ce qui a vraiment de l'importance. Est-ce que l'opinion de cette personne sur votre choix de voiture a de l'importance pour votre caractère, pour votre vertu, pour votre capacité à être un bon père, un bon ami, un bon leader? Non. Est-ce que la critique de votre manager sur votre manque de rigueur peut vous aider à devenir meilleur dans votre travail, ce qui est une partie de votre devoir? Peut-être. Le logos vous aide à trier, il vous donne un sens des proportions, il vous empêche de gaspiller votre énergie émotionnelle sur des futilités. C'est un outil puissant pour se détacher des petites piques et des jugements mesquins qui empoisonnent l'existence de l'homme ordinaire. Vous cessez de vous battre dans la boue et vous commencez à regarder les étoiles. Un autre outil fondamental de la préparation stoïcienne est la préméditatio malorum, la préméditation des mots. Cela peut sembler pessimiste, mais c'est en réalité une stratégie de résilience extrêmement efficace. Il s'agit d'imaginer à l'avance les difficultés que vous pourriez rencontrer. Dans notre cas, il s'agit d'anticiper la critique. Avant une présentation importante, ne vous contentez pas d'imaginer les applaudissements. Imaginez les questions difficiles. Imaginez le critique le plus sévère de la salle. Imaginez qu'on vous dise que votre idée est mauvaise. Visualisez la scène, ressentez la piqûre de la critique dans votre imagination. Faites-le de manière contrôlée. L'objectif n'est pas de vous angoisser, mais de vous vacciner. Vous exposez votre esprit à une petite dose du virus de la critique pour qu'il puisse développer des anticorps.
Lorsque la critique arrive réellement, elle n'a plus l'effet de surprise. Votre esprit l'a déjà rencontrée. Il a déjà répété la réponse calme et rationnelle. Vous avez déjà désamorcé la bombe émotionnelle dans le sanctuaire de votre esprit. Sénèque disait « Ce qui surprend frappe avec plus de force. En vous préparant au pire, vous enlevez à l'adversité son arme la plus puissante, la surprise. C'est ce que font les athlètes de haut niveau. Ils visualisent non seulement la victoire, mais aussi les moments difficiles, les erreurs, la pression. C'est ce que font les forces spéciales. Elles s'entraînent dans les pires conditions possibles pour que le champ de bataille réel leur paraisse plus facile. Appliquez cette stratégie à votre vie mentale. Préparez-vous à la critique et elle perdra son pouvoir de vous déstabiliser. Vous ne l'espérez pas, mais vous y êtes prêt. Entrons maintenant dans le protocole pratique. Que faire concrètement dans l'instant où la critique vous frappe? La première étape, la plus cruciale, est de créer un espace. C'est ce que Viktor Frankl appelait l'espace entre le stimulus et la réponse. Dans cet espace réside notre pouvoir de choisir. La critique est le stimulus. La réaction normale est immédiate, automatique. Le stoïcien s'entraîne à élargir cet espace, ne serait-ce que d'une fraction de seconde. C'est la pause sacrée. Avant de parler, avant de vous défendre, avant de ressentir l'émotion, respirez. Une seule respiration profonde. C'est un acte de rébellion contre votre propre cerveau reptilien. C'est un signal qui dit « Je ne suis pas une machine à réaction, je suis une conscience qui choisit ». Cette pause n'est pas un vide, c'est un moment de pouvoir actif. Pendant cette seconde, vous reprenez le contrôle, vous empêchez l'amygdale, le centre de la peur dans votre cerveau, de prendre le dessus. Vous donnez le temps à votre cortex préfrontal, le siège de la raison et de la décision, de s'activer. C'est un super pouvoir. Imaginez le nombre de conflits, de regrets, de mots malheureux qui pourraient être évités si l'humanité maîtrisait cette simple technique. Entraînez-vous dans des situations à faible enjeu. Quelqu'un vous coupe la route en voiture. Pause. Votre enfant renverse son verre. Pause. Un email agaçant. Pause. En faisant de cette pause une habitude, elle deviendra un réflexe. Et lorsque la critique importante arrivera, cet espace se créera de lui-même, vous donnant la clarté nécessaire pour répondre avec sagesse et non avec impulsivité. Une fois que vous avez créé cet espace, l'étape suivante est d'activer le filtre de la source. Toutes les critiques ne sont pas égales. Leur valeur dépend énormément de qui les émet. Avant même d'analyser le contenu de la critique, posez-vous des questions sur le critique lui-même. Est-ce une personne dont je respecte l'opinion dans ce domaine précis? Un expert en la matière aura un avis plus pertinent qu'un amateur. Est-ce une personne qui a mes meilleurs intérêts à cœur? Une critique d'un mentor bienveillant n'a pas le même poids que celle d'un rival jaloux. Quelle est l'intention probable derrière cette critique? Est-ce une tentative constructive d'aider ou une tentative de rabaisser, de blesser? Apprendre à évaluer la source est une compétence essentielle. Cela vous évite de donner le même poids à l'avis d'un troll anonyme sur Internet et à celui de votre coach ou de votre partenaire de confiance. Marc Aurèle se rappelait constamment de ne pas se soucier de l'opinion des gens dont il ne respectait pas le mode de vie. C'est un filtre puissant. Si une personne vit d'une manière que vous méprisez, sans discipline, sans intégrité, sans courage, pourquoi son opinion sur votre vie devrait-elle avoir la moindre valeur? C'est comme demander des conseils financiers à quelqu'un qui est criblé de dettes. C'est illogique. La plupart des hommes font l'erreur d'accorder une importance démesurée à des opinions non qualifiées. Ils se laissent déstabiliser par des gens qui n'ont aucune autorité morale ou intellectuelle pour les juger. En appliquant le filtre de la source, vous ne rejetez pas tout en bloc. Vous hiérarchisez, vous décidez consciemment à qui vous donnez le droit de vous influencer. C'est une façon de protéger votre esprit de la pollution informationnelle. Après avoir filtré la source, vous pouvez analyser le contenu de la critique elle-même. Pour cela, le stoïcisme offre un outil d'une clarté redoutable, les 3 questions d'Épictète. Face à une critique, vous devez vous poser successivement ces 3 questions. Premièrement, y a-t-il une part de vérité dans ce qui est dit? Soyez brutalement honnête avec vous-même. Mettez votre ego de côté. Même si la critique est mal formulée,
même si elle vient d'une source hostile, peut-elle contenir un grain de vérité? Votre travail était-il vraiment un peu brouillon? Avez-vous manqué de tact dans cette conversation? Cherchez la vérité, pas la validation. Si la réponse est non, si la critique est manifestement fausse, alors elle ne vous concerne pas. C'est comme si quelqu'un vous reprochait d'être grand alors que vous êtes petit. C'est une erreur de leur part, pas un problème pour vous. Si la réponse à la première question est oui, il y a une part de vérité. Passez à la deuxième question. Est-ce quelque chose qui est en mon contrôle? C'est le retour à la dichotomie du contrôle. Si l'on vous critique sur votre manque de ponctualité, c'est en votre contrôle. Vous pouvez décider de partir plus tôt. Si l'on vous critique sur votre petite taille, ce n'est pas en votre contrôle. Dans ce cas, la seule réponse sage est l'acceptation. Se battre contre une réalité immuable est une folie. Si c'est en votre contrôle, alors la troisième question devient pertinente. Est-ce que cela a une importance pour ma vertu, pour mon caractère? En d'autres termes, est-ce que le fait de corriger ce point fera de moi un meilleur homme? Être plus ponctuel, plus rigoureux, plus à l'écoute? Oui, cela touche à la vertu. La critique devient alors un cadeau. Un guide pour votre amélioration. Ce processus en 3 étapes transforme la critique d'une attaque émotionnelle en un simple exercice de résolution de problèmes. L'un des plus grands défis est d'extraire le signal du bruit. Souvent, une critique utile est enrobée dans une couche de négativité, d'agressivité ou de maladresse. Le bruit, c'est le ton, les mots blessants, l'intention peut être malveillante. Le signal, c'est l'information factuelle, le noyau de vérité que vous pouvez utiliser. L'homme ordinaire se concentre sur le bruit. Il est tellement offensé par la manière dont la critique est formulée qu'il rejette l'ensemble du message. Il se bloque sur « il m'a manqué de respect » et il passe à côté du signal qui aurait pu le faire progresser. C'est une erreur stratégique. C'est comme refuser de lire une carte au trésor parce que le papier est sale. L'homme supérieur s'entraîne à ignorer le bruit pour se concentrer uniquement sur le signal. Il développe un filtre mental qui ne laisse passer que l'information utile. C'est un acte de discipline. Il faut activement décider de ne pas se laisser affecter par l'emballage émotionnel. Imaginez que vous êtes un scientifique analysant des données. Vous ne vous souciez pas de savoir si les données sont gentilles ou méchantes. Vous vous demandez simplement « qu'est-ce que ces données m'apprennent ?» Adoptez cette mentalité. Quand quelqu'un vous crie « ton travail est un désastre », ignorez le bruit, cri, désastre, et cherchez le signal. Demandez calmement « peux-tu me donner un exemple précis de ce qui ne fonctionne pas ?» Vous désamorcez l'émotion et vous forcez la conversation à revenir sur le terrain des faits. C'est une démonstration de force et d'intelligence. Une technique avancée qui peut sembler contre-intuitive est le recadrage par la gratitude. Il s'agit de considérer chaque critique, quelle que soit son intention, comme une opportunité et de ressentir une forme de gratitude pour cette opportunité. Si la critique est vraie et constructive, remerciez sincèrement la personne. Elle vous a fait gagner du temps. Elle vous a montré un angle mort que vous n'auriez peut-être jamais vu par vous-même. Elle vous a offert une chance de vous améliorer. C'est un cadeau précieux. L'ego déteste ça, mais l'esprit sage le recherche. Si la critique est fausse ou malveillante, vous pouvez aussi être reconnaissant. Pourquoi? Parce qu'elle vous offre une occasion parfaite de pratiquer les vertus stoïciennes, la patience, le sang-froid, la maîtrise de soi, le pardon. C'est un entraînement gratuit. Votre critique devient, sans le savoir, votre coach personnel. Cette approche change radicalement votre relation à la critique. Au lieu de la craindre, vous commencez à la voir comme un carburant. Soit elle vous donne des informations pour vous améliorer, soit elle vous donne une occasion de renforcer votre caractère. Dans les 2 cas, vous gagnez. C'est le principe de l'antifragilité. Vous n'êtes plus seulement résilient, vous résistez au choc. Vous devenez antifragile. Le choc vous rend plus fort. Dire merci à une critique, même mentalement, est un acte de pouvoir. Cela court-circuite la réaction de l'ego. Cela vous place dans une position de force, de contrôle et de positivité. Vous n'êtes plus une victime. Vous êtes un alchimiste qui transforme le plomb de la critique en l'or de la sagesse. Une fois le signal extrait, l'étape suivante est l'analyse dépassionnée. Traitez la critique comme un rapport de bug pour votre logiciel personnel. Imaginez que vous êtes un programmeur.
Un utilisateur vous signale un bug. Allez-vous vous mettre en colère contre l'utilisateur? Allez-vous nier l'existence du bug? Non, ce serait absurde et contre-productif. Vous allez remercier l'utilisateur, ouvrir le code et essayer de reproduire le bug pour comprendre d'où il vient. Vous êtes détaché émotionnellement. Le bug n'est pas une attaque contre votre valeur en tant que programmeur, c'est juste un problème à résoudre. Appliquez exactement la même logique à vous-même. La critique n'est pas une attaque contre votre valeur en tant qu'homme, c'est le signalement d'un bug potentiel dans votre comportement, vos compétences ou votre communication. Cette perspective change tout. Elle remplace la honte par la curiosité. Au lieu de « je suis nul », la pensée devient « intéressant, pourquoi cette action a-t-elle produit ce résultat ?» Vous devenez un enquêteur de votre propre vie. Vous créez un document mental ou même physique intitulé « Mes mises à jour ». Chaque critique pertinente est une note dans ce document. Bug signalé, tendance à interrompre les autres en réunion, correctif possible. Pratiquez l'écoute active. Comptez jusqu'à 3 avant de parler. Cette approche systémique est incroyablement puissante. Elle dépersonnalise l'échec et le transforme en un processus itératif d'amélioration. Vous n'êtes plus en train de défendre un ego fragile. Vous êtes en train d'optimiser un système performant, vous-même. Il est crucial d'apprendre à jeter l'insulte. C'est l'art de séparer le contenu factuel de la charge émotionnelle. Souvent, les gens ne critiquent pas, ils insultent. Une critique serait « Je trouve que tu n'as pas passé assez de temps sur ce projet ». Une insulte est « Tu es un paresseux ». La première est une observation sur une action, la seconde est un jugement sur votre être. La plupart des hommes confondent les deux et réagissent à l'insulte, ignorant la critique potentielle. Le stoïcien doit devenir un expert pour peler le fruit de la critique et jeter la peau amère de l'insulte. L'insulte ne vous appartient pas, c'est une projection de la colère, de la frustration ou de la méchanceté de l'autre. C'est son problème, pas le vôtre. Vous n'avez aucune obligation de l'accepter. Épictète donnait ce conseil. Si quelqu'un vous dit que vous avez mauvaise réputation, ne vous défendez pas. Dites simplement « oui » et il ignore mes nombreux autres défauts, sinon il n'aurait pas mentionné que celui-là. C'est une démonstration de force et d'humour. Vous montrez que les mots n'ont pas de prise sur vous. Vous refusez de jouer au jeu de l'ego. Vous pouvez mentalement visualiser l'insulte comme un objet physique que l'autre personne essaie de vous donner. Vous avez le choix de le prendre ou de ne pas tendre la main. Si vous ne le prenez pas, à qui appartient-il? À celui qui a essayé de vous le donner. C'est aussi simple que ça. Entraînez-vous à laisser les insultes tomber à vos pieds comme des pierres inoffensives. Gardez l'information si elle existe et laissez l'autre avec son propre poison. Le concept stoïcien d'apatheia est souvent mal compris. Il ne s'agit pas d'apathie, de ne rien ressentir. Il s'agit de ne pas être gouverné par des émotions irrationnelles. C'est un état de tranquillité de l'âme. Face à la critique, cela se traduit par le pouvoir de l'indifférence choisie. Marc Aurèle écrivait « Choisis de ne pas te sentir blessé et tu ne le seras pas ». Cette phrase est d'une profondeur immense. Elle affirme que la blessure n'est pas dans l'événement, mais dans notre consentement à être blessé. L'insulte, la critique injuste, n'a de pouvoir que celui que nous lui accordons. En lui retirant notre attention, notre énergie, notre réaction émotionnelle, nous la rendons impuissante. C'est une décision consciente, c'est un acte de volonté. Cultiver cette indifférence n'est pas facile. C'est le fruit d'une pratique constante. Cela commence par reconnaître que votre paix intérieure est votre bien le plus précieux. Est-ce que vous allez vraiment échanger ce bien contre une satisfaction éphémère de répondre à une provocation? Est-ce que l'opinion d'une personne ignorante ou malveillante vaut plus que votre tranquillité? La réponse est non. Quand vous comprenez cela au plus profond de vous, l'indifférence devient naturelle. Ce n'est plus un effort, mais un réflexe de protection de votre sanctuaire intérieur. C'est le signe d'une véritable force. L'homme qui s'énerve pour un rien est faible, car il est à la merci de tout. L'homme qui reste calme face à la provocation est fort, car il est le maître de lui-même. Pour atteindre le plus haut niveau de maîtrise, les stoïciens pratiquent l'amorphatie, l'amour du destin. Cela ne signifie pas être passif.
Cela signifie accepter et même aimer tout ce qui arrive, y compris la critique, comme une partie nécessaire de votre chemin. Nietzsche, un grand admirateur des stoïciens, disait « Ma formule pour la grandeur d'un être humain est l'amor fati, que l'on ne veuille rien d'autre que ce qui est, ni en avant, ni en arrière, ni dans toute l'éternité. » Appliqué à la critique, cela signifie ne pas souhaiter qu'elle ne soit jamais arrivée. Au contraire, vous l'accueillez, vous la voyez comme l'événement parfait qui devait se produire à ce moment précis pour vous enseigner quelque chose, soit pour vous montrer une faille à corriger, soit pour vous donner une chance de pratiquer votre force d'âme. Cette perspective est radicalement transformatrice. La critique cesse d'être un obstacle ou une nuisance, elle devient un élément essentiel de votre croissance, orchestré par le destin pour vous rendre plus fort. Vous ne la subissez plus, vous collaborez avec elle. C'est la différence entre un marin qui maudit le vent et un marin qui ajuste ses voiles pour utiliser la puissance de ce même vent. Le vent est le même, la différence est dans l'attitude. L'amor fati vous transforme en ce marin expert. Chaque critique, chaque difficulté est une nouvelle rafale de vent, et vous apprenez à chaque fois à mieux naviguer, à aller plus vite, plus loin. Vous commencez à voir la beauté dans la lutte, la perfection dans l'imperfection du parcours. Vous ne vous battez plus contre la vie, vous dansez avec elle. Après l'analyse vient l'action. La sagesse stoïcienne n'est pas une philosophie de fauteuil, elle est pragmatique. Si, après tout ce processus de filtrage et d'analyse, vous avez conclu que la critique est valide et pertinente, alors il faut agir, mais pas n'importe comment. L'erreur que beaucoup font est de se sentir submergé. Je dois tout changer. C'est une recette pour l'inaction. Le stoïcien se concentre sur la prochaine étape logique, la plus petite action possible que vous pouvez entreprendre dès maintenant pour commencer à corriger le tir. La critique portée sur votre manque d'organisation, ne décidez pas de devenir organisé, c'est trop vague. Décidez de passer 5 minutes ce soir à planifier ma journée de demain, c'est concret, c'est réalisable. Cette approche de l'action atomique est essentielle. Elle transforme une montagne de reproches en une série de petites pierres que vous pouvez déplacer une par une. Elle crée un élan. Chaque petite action réussie renforce votre confiance et votre sentiment de contrôle. C'est la preuve que vous n'êtes pas défini par vos défauts, mais par votre capacité à y travailler. L'homme supérieur n'est pas celui qui n'a pas de défauts, c'est celui qui, lorsqu'on lui en signale un, a le courage et la discipline de le corriger, pas à pas. La critique n'est donc pas le point final, c'est le point de départ d'une action délibérée, rationnelle et constructive. C'est ainsi que l'on transforme le retour d'information en progrès tangible. Entrons maintenant dans les stratégies avancées, celles qui distinguent le pratiquant sérieux de l'amateur. La première est de cesser de voir la critique comme une menace et de commencer à la voir comme un compas, un instrument de navigation pour votre vie. Imaginez que vous êtes un capitaine de navire. Votre destination est votre objectif, votre version idéale de vous-même. Le feedback, la critique est l'information que vous donne votre compas. Il vous dit si vous déviez de votre cap. Un capitaine qui ignorerait son compas par fierté serait un idiot. Il se perdrait en mer. Pourtant, c'est ce que font la plupart des hommes. Ils ignorent les signaux que leur envoie le monde, parce que ces signaux blessent leur ego. L'homme sage, au contraire, consulte son compas régulièrement. Il ne suit pas aveuglément chaque indication. Il la croise avec sa connaissance de la mer, de sa destination. Mais il l'écoute. Il utilise la critique pour faire des micro-ajustements constants à sa trajectoire. On me dit que je suis trop autoritaire dans ma communication. C'est une information. Elle m'indique que je pourrais dévier de mon objectif d'être un leader respecté. Je vais donc ajuster ma barre, peut-être en pratiquant une communication plus collaborative. La critique devient votre alliée la plus précieuse dans la poursuite de vos objectifs. Elle vous permet de rester aligné. Elle vous évite de dériver pendant des années dans la mauvaise direction, bercé par l'illusion de votre propre perfection. Une autre technique puissante est le jeu de rôle mental. Face à une critique qui vous déstabilise, demandez-vous « Comment réagirait la personne que j'aspire à devenir ?» Ou, si cela vous aide, comment réagirait Marc Aurèle? Comment réagirait Sénèque?
vous vous projetez dans un modèle de sagesse et de force, cela crée une distance psychologique entre votre ego blessé et la situation. Vous n'êtes plus vous en train de réagir. Vous êtes un acteur jouant le rôle du sage stoïcien. Et ce rôle a un script. Le script est fait de calme, de raison, de maîtrise de soi. En vous posant cette question, vous activez une partie différente de votre cerveau. Vous passez du mode réactif au mode réflexif. Cela peut sembler artificiel au début, mais comme toute méthode, elle devient plus naturelle avec la pratique. C'est le principe du « fake it till you make it », mais appliqué à la sagesse. En agissant comme la personne que vous voulez être, vous finissez par le devenir. Vos voies neuronales se reconfigurent. La réaction sage et mesurée devient votre nouvelle réaction par défaut. C'est une façon de vous hacker vous-même pour accélérer votre développement. Au lieu d'attendre des années pour acquérir la sagesse par l'expérience, vous l'empruntez à vos modèles. Vous vous tenez sur les épaules de géants. Et face à la critique, au lieu de vous sentir petite et vulnérable, vous vous sentez connecté à une longue lignée d'esprits forts qui ont affronté bien pire avec grâce et dignité. Ceci est le mouvement de pouvoir ultime, le niveau de maîtrise le plus élevé. Il s'agit de ne plus seulement gérer la critique, mais de la rechercher activement. C'est un changement de paradigme complet. L'homme ordinaire passe sa vie à éviter la critique. L'homme exceptionnel la poursuit car il a compris que c'est le raccourci le plus rapide vers la croissance. Il demande activement du feedback à ses collègues. Qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux dans ce projet? À son partenaire, y a-t-il quelque chose dans mon comportement qui a rendu les choses difficiles pour toi récemment? À un mentor, où vois-tu ma plus grande marge de progression? Il ne demande pas des compliments, il demande des données brutes pour s'améliorer. Faire cela demande un courage et une confiance en soi énormes, mais c'est une confiance qui se renforce à chaque fois que vous le faites. Vous montrez à vous-même et aux autres que votre engagement envers votre croissance est plus fort que votre ego. Vous prenez le contrôle total du processus, vous ne subissez plus la critique quand elle arrive par surprise. Vous la provoquez à vos propres conditions quand vous êtes prêt à l'entendre et à l'utiliser. C'est la différence entre un boxeur qui attend de prendre des coups et un boxeur qui organise des sessions de sparring avec les meilleurs partenaires possibles pour s'améliorer. En cherchant la critique, vous transformez le monde entier en votre salle d'entraînement personnel. Une compréhension psychologique profonde peut vous libérer. Ce que les gens critiquent chez vous est souvent un miroir d'eux-mêmes. Ce concept, connu en psychologie sous le nom de projection, est une clé pour dépersonnaliser la critique. Quand quelqu'un vous accuse avec une colère disproportionnée d'être arrogant, il est possible qu'il se batte lui-même contre ses propres insécurités et son propre désir de reconnaissance. Quand quelqu'un critique votre prise de risque comme étant de la folie, il projette peut-être ses propres peurs et son regret de ne pas être plus audacieux. Comprendre cela ne signifie pas que toute critique est une projection, mais c'est un filtre supplémentaire à appliquer. Quand vous sentez qu'une critique est chargée émotionnellement, injuste ou irrationnelle, demandez-vous « Qu'est-ce que cette réaction révèle sur la personne en face de moi ?» Vous changez de posture. De cible, vous devenez analyste. Vous observez le drame intérieur de l'autre personne se jouer devant vous. Cela ne doit pas conduire au mépris, mais à une forme de compassion et de détachement. Vous réalisez que vous n'êtes qu'un écran sur lequel l'autre projette son propre film. Et une fois que vous avez compris que vous n'êtes qu'un personnage dans le film de quelqu'un d'autre, vous pouvez choisir de ne pas suivre son scénario. Vous reprenez votre liberté et vous laissez l'autre avec son propre projecteur. Pour être véritablement libre, un homme doit vivre selon ce que les penseurs modernes appellent le tableau de bord interne, inner scorecard, par opposition au tableau de bord externe. Le tableau de bord externe, c'est vivre pour l'approbation, les likes, les promotions, l'opinion des autres. Votre valeur fluctue en fonction des jugements extérieurs. C'est une vie d'anxiété et de dépendance. Le tableau de bord interne, c'est vivre selon vos propres valeurs,
vos propres principes, votre propre définition du succès. Vous êtes le seul juge de votre performance. Vous savez si vous avez donné le meilleur de vous-même, si vous avez agi avec intégrité, si vous avez été courageux. L'opinion des autres devient secondaire. Cultiver ce tableau de bord interne est le but ultime du stoïcisme. Cela signifie définir clairement vos valeurs. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? L'honnêteté, la discipline, la compassion, la croissance? Une fois que ces valeurs sont claires, elles deviennent votre boussole. Face à une critique, vous ne vous demandez pas « est-ce qu'ils ont raison de penser ça de moi ?» Vous vous demandez « est-ce que mon action était alignée avec mes valeurs ?» Si la réponse est oui, alors la critique, même si elle vient de millions de personnes, n'a pas de poids. Si la réponse est non, alors vous n'avez pas besoin de la critique pour savoir que vous devez vous ajuster. Vous vivez une vie de l'intérieur vers l'extérieur. C'est la définition même de la souveraineté personnelle. Parfois, la critique est simplement absurde, ignorante ou destinée à provoquer. Dans ces cas-là, une réponse logique et sérieuse peut être une perte de temps et d'énergie. Une arme stoïcienne sous-estimée est l'humour. L'humour est une démonstration de détachement et d'intelligence. Il montre que vous n'êtes pas affecté, que vous voyez l'absurdité de la situation et que vous êtes au-dessus de la mêlée. Quand quelqu'un vous attaque avec une insulte stupide, y répondre avec un trait d'esprit bien placé peut désarmer complètement l'attaquant. Il s'attendait à une réaction de colère ou de défense et vous lui offrez de l'intelligence. C'est déstabilisant pour lui et valorisant pour vous. Il ne s'agit pas de se moquer méchamment, mais d'utiliser un humour qui souligne l'absurdité de l'attaque. C'est une façon de dire « je vois ton jeu et il ne m'impressionne pas ». Cela demande de la pratique et de la confiance en soi, car il faut être rapide et calme pour l'utiliser efficacement. Mais lorsque c'est bien fait, c'est une forme d'art, c'est le bouclier de Persée qui retourne la pétrification de la méduse contre elle-même. Vous utilisez l'énergie négative de l'autre et vous la transformez en quelque chose de léger et de puissant. C'est une compétence sociale de haut niveau qui signale une grande force intérieure. Il y a des moments où la réponse la plus puissante est l'absence de réponse, le silence. Dans notre monde bruyant, où tout le monde se sent obligé de donner son avis sur tout, le silence est un acte de rébellion. Il est souvent interprété à tort comme de la faiblesse ou une admission de culpabilité. C'est une erreur. Le silence délibéré, choisi, est une déclaration de pouvoir immense. Il communique plusieurs choses. Premièrement, cette critique est tellement en dessous de mes standards de discussion que je ne vais même pas lui accorder l'énergie d'une réponse. Deuxièmement, mon état émotionnel ne dépend pas de tes provocations. Troisièmement, j'ai des choses plus importantes à faire que de m'engager dans ce débat stérile. Le silence est particulièrement efficace contre les trolls, les provocateurs et les critiques de mauvaise foi. Leur objectif est d'obtenir une réaction. C'est leur nourriture. En leur offrant le silence, vous les affamez. Vous leur refusez la satisfaction qu'ils recherchent. C'est une forme de ghosting stratégique. Cela demande une discipline de fer, car l'ego crie pour se défendre, pour avoir le dernier mot. Mais l'homme sage sait que le véritable dernier mot n'est pas celui qui est dit, mais celui qui n'a pas besoin d'être dit. Le silence n'est pas un vide, c'est un espace rempli de votre propre paix, de votre propre force, de votre propre dignité. Parfois, la meilleure façon de gagner un combat est de refuser d'y participer. Si vous ne devez pas écouter tout le monde, qui devez-vous écouter ? La stratégie stoïcienne n'est pas de s'isoler du monde, mais de choisir judicieusement ses influences. Construisez votre propre conseil des critiques. C'est un petit groupe de personnes, peut-être 3 à 5, dont vous avez décidé à l'avance et de manière rationnelle que leur opinion compte vraiment. Ces personnes doivent répondre à des critères stricts. Elles doivent être compétentes dans les domaines où vous sollicitez leur avis. Elles doivent être honnêtes et prêtes à vous dire des vérités difficiles. Et, le plus important, elles doivent vouloir sincèrement votre bien. Il peut s'agir d'un mentor, d'un coach, d'un ami très proche, d'un membre de votre famille en qui vous avez une confiance absolue. Une fois ce conseil établi, vous avez un système clair.
Quand une critique vient de l'extérieur de ce cercle, vous pouvez l'analyser avec le protocole que nous avons vu, mais avec beaucoup plus de détachement. Si elle est particulièrement troublante, vous pouvez la soumettre à un membre de votre conseil pour avoir son avis. Un tel m'a dit ça, qu'en penses-tu? Cela vous donne une perspective externe et fiable. Pour les critiques venant de l'intérieur de ce cercle, vous leur accordez un poids beaucoup plus important. Vous les écoutez avec une attention et une humilité particulières. Ce système vous protège du bruit de la foule tout en vous gardant ouvert au feedback qui compte vraiment. C'est gérer votre vie comme un PDG gère son entreprise, en s'entourant d'un conseil d'administration de confiance. Enfin, une dernière perspective pour désamorcer le pouvoir de la critique, le jeu à long terme. La plupart de nos réactions émotionnelles sont dues à une vision à court terme. Une critique aujourd'hui semble être une catastrophe. Un échec cette semaine semble définir notre carrière. Le stoïcien s'entraîne à zoomer en arrière et à regarder sa vie sur une échelle de décennies. Posez-vous cette question. Dans 5 ans, est-ce que je me souviendrai même de cette critique? Dans 10 ans, aura-t-elle la moindre importance? La réponse est presque toujours non. La plupart des choses qui nous angoissent aujourd'hui sont des détails insignifiants sur la fresque de notre vie. Cette perspective temporelle ne banalise pas vos efforts actuels, elle les contextualise, elle vous aide à ne pas transformer un événement ponctuel en une crise existentielle. C'est un ancre qui vous maintient stable dans les tempêtes du quotidien. Vous comprenez que votre parcours est un marathon, pas un sprint, une mauvaise course, une critique d'un spectateur sur le bord de la route. Tout cela est sans conséquence sur le résultat final tant que vous continuez à courir. L'homme qui joue le jeu à long terme est immunisé contre les drames à court terme. Il a les yeux fixés sur l'horizon et il ne se laisse pas distraire par les cailloux sur le chemin. Nous arrivons au terme de cette dissection. Le but de tout ce processus est une transformation finale. Il s'agit de passer du statut de victime de la critique à celui d'architecte de votre réponse. La réaction normale fait de vous une feuille emportée par le vent des opinions des autres. Chaque souffle vous fait changer de direction, sans contrôle, sans intention. Vous êtes passif, réactif, fragile. La maîtrise stoïcienne fait de vous un chêne, profondément enraciné dans vos propres valeurs. Le vent peut souffler, les tempêtes peuvent faire rage. Certaines de vos branches peuvent se casser, ce sont les moments où vous apprenez et vous ajustez. Mais votre tronc, votre essence, reste inébranlable. Cette transformation n'est pas un événement, c'est un processus, c'est un engagement quotidien à être le gardien de votre esprit, c'est le choix répété de la raison sur l'impulsion, de la maîtrise sur le chaos, de la force intérieure sur la validation extérieure. C'est le chemin que très peu d'hommes choisissent d'emprunter, car il est exigeant. Il demande de la conscience, de la discipline, du courage, mais les récompenses sont inestimables. La paix de l'esprit, une confiance en soi authentique et inébranlable, et la liberté d'être qui vous êtes, de poursuivre vos objectifs avec audace, sans être l'esclave de l'applaudimètre du monde, c'est cela la véritable puissance. Nous avons parcouru un long chemin, de la dissection de la réaction impulsive et destructrice que la société considère comme normale, à la construction, étape par étape, d'une forteresse mentale imprenable. Si vous ne devez retenir qu'une seule chose de cette heure passée ensemble, que ce soit celle-ci, votre pouvoir ne réside pas dans le fait d'éviter la critique, mais dans votre capacité absolue à maîtriser votre réponse. La critique est inévitable. Votre sérénité, elle, est un choix. C'est dans cet espace entre l'opinion de l'autre et votre jugement que se trouve votre liberté et votre force. Prenez un instant pour ressentir ce que cela signifie. Le calme, la solidité, la certitude que peu importe ce que le monde vous envoie, vous avez en vous les outils pour le traiter, l'utiliser et en sortir plus fort. C'est ça le pouvoir stoïcien. Ce n'est pas une armure qui vous rend insensible. C'est un esprit si bien entraîné qu'il n'a plus besoin d'armure. Merci d'avoir investi ce temps dans votre propre force. Si cette analyse vous a été utile, montrez-le avec un like et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines stratégies. Partagez cette vidéo avec un homme qui, selon vous, a besoin de l'entendre. Pour finir, j'aimerais que vous vous engagiez. Dites-moi dans les commentaires,
Quelle est la seule stratégie stoïcienne que vous allez commencer à appliquer dès aujourd'hui face à la prochaine critique?